Et on va donc pouvoir démarrer. Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo va donc avoir pour thématique principale le fait de s'ouvrir à ses émotions et les digérer. Donc encore une fois, il s'agit d'une vidéo qui est inspirée de celle faite par Healthy Gamer, donc le Dr K, en anglais. Donc il est, je crois, bref, aux États-Unis, on s'en fout. Et ce qui nous amène à une thématique que je trouve assez intéressante, qui est celle effectivement de reconnaître les émotions et d'apprendre à les digérer. Donc les émotions, déjà de base, pourquoi est-ce qu'on veut s'ouvrir à elles et pourquoi les digérer? C'est une bonne question. Et pour essayer de mieux le comprendre, on va essayer d'abord de commencer par voir comment on prend une décision. Lorsqu'on prend une décision, il va y avoir trois composantes principales. Donc il y a la partie rationnelle, donc il y a aussi la partie émotion, et il y a le sens de l'ego. Donc concrètement, la composante rationnelle, lorsque je me dis il faut que j'étudie, la composante rationnelle, ça va être effectivement j'ai l'examen qui est dans pas longtemps, ça serait quand même bien que j'étudie parce que effectivement j'ai tout intérêt à le faire pour réussir mon examen, réussir ma vie, blablabla. J'ai tous les motifs de le faire et pourtant parfois je le ferai pas. Pourquoi? Notamment parce que dans la prise de décision, il n'y a pas que la partie rationnelle. Il y a aussi deux autres parties qui sont la partie émotionnelle et la partie de l'ego. Donc l'ego, c'est le sens de l'identité, c'est quelles valeurs je m'attribue, quels éléments je m'attribue comme étant miens, quelles sont les étiquettes que je me colle. Et pour les émotions, un bon exemple, ça va être celui de l'angoisse sociale. La pensée sait que c'est pertinent d'aller vers les autres. Lorsque tu vas sortir avec tes amis, elle va pouvoir se dire que tout le monde t'aime, que qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal en soi. Tandis qu'à côté, il va y avoir les émotions, par exemple, qui vont dire non, personne ne t'aime. Dès que tu vas ouvrir la bouche, tu vas te ridiculiser. Tais-toi. Et en fin de compte, ça peut aussi se traduire par des sensations physiques. Par exemple, lorsque on est avec une anxiété sociale et qu'on se retrouve dans une zone avec par exemple 10 amis, dans un lieu public, ça peut être par exemple la boule au ventre. Et ces éléments-là, effectivement, soit on peut leur mettre un mot dessus, soit on ne peut pas, hein, par exemple les sensations physiques, ou alors effectivement l'émotion qui va te dire quelque chose, et enfin l'ego et le sens de l'identité qui va te mettre les étiquettes. Donc par exemple, comme je le disais, anxiété sociale, le rationnel dit si ce sont mes amis, ils m'aiment. L'émotion dit personne ne m'aime et il y a une sensation physique de repli peut-être. Et enfin au niveau de l'ego, il n'y a rien à aimer en moi en fait. Voilà ce dont je suis persuadé. Et à partir de là, c'est compliqué de se motiver à aller à sortir lorsque il y a la partie rationnelle qui me dit allez sors avec les copains, ça va bien se passer, mais qu'il y a les deux autres parties qui sont ça va pas le faire. Ce qui fait que l'angoisse sociale peut empêcher de faire certaines actions. Pareil, lorsque Elfie Gamer travaille avec des personnes qui sont liées par exemple soit au stream, soit aux réseaux sociaux, soit aux gamers, il entend souvent la phrase «Je sais ce que je dois faire, mais je ne peux juste pas le faire». Donc les gamers sont des gens assez pragmatiques hein, et concrètement, ils vont essayer de trouver des solutions. Cependant, les solutions, ça va être énormément sur l'aspect rationnel. Comment est-ce que je peux faire pour me motiver et réfléchir, il faut que je bosse, je vais peut-être regarder ça, je vais peut-être étudier là-dessus, par exemple, pour préparer un examen, je vais m'organiser de telle ou telle manière. Mais l'aspect rationnel, lister toutes les raisons pour lesquelles je devrais étudier, les raisons par exemple pour lesquelles je devrais postuler à un emploi, t'auras beau en lister 50, c'est pas dit que ça suffise. Et du coup, lorsque tu te demandes comment résoudre ce problème, ouais, si tu te focuses uniquement sur l'aspect rationnel en premier, puis l'aspect rationnel et encore une fois l'aspect rationnel, éventuellement essayer de modifier tes habitudes de vie, et enfin travailler sur le willpower, sur l'empowerment personnel et la capacité à dépasser sa zone de confort pour aller là où tu dois aller, là où est ta destinée. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même dans la souffrance que ça se fait. Donc c'est pas forcément génial.
Et donc aujourd'hui, on va se focus sur les émotions, donc la deuxième partie qui permet de prendre une décision, euh, pour essayer d'apprendre à mieux l'appréhender et du coup de permettre que la prise de décision et la prise d'action aussi soit plus facile. Parce que si on arrive par exemple à aligner le rationnel et les émotions, que les deux se disent ouais c'est important de bosser, bah tu vas te mettre à bosser. Si t'as pas les émotions qui sont dans le sens contraire, ça peut aller mieux. Donc voilà pourquoi est-ce que on va se focus là-dessus aujourd'hui afin de permettre ouais, de prendre conscience de ces choses qui peuvent parfois paraître irrationnelles, hein, parce que les émotions n'ont pas forcément un sens direct. C'est pas ah je comprends exactement ce qui m'arrive et du coup je peux le dépasser. Non, ça c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, notamment le public de gamers. Donc la première question à se poser c'est pourquoi est-ce dur de gérer avec les émotions? Bah, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça va être assez compliqué. Et la première, ça va être, je sais pas si c'est pathologie ou quoi que ce soit, mais ça s'appelle l'alexithymie. C'est l'incapacité à déterminer ton état émotionnel interne. Et par exemple, de nombreux gamers se pensent en contrôle de leurs émotions. Et lorsqu'on leur demande le détail, ils vont donner un exemple tel que regarder un film triste sans pleurer, ou un film d'horreur sans avoir peur. Ils vont dire les émotions ne m'affectent pas, je peux aller à des funérailles, ok je serai triste mais je pleurerai pas. Et ce qu'ils entendent du coup par contrôle, c'est le fait de réprimer les émotions. C'est comme si globalement t'as un volume, t'as la télécommande et tu peux choisir d'augmenter ou de diminuer le volume. Mais c'est un volume qui est général, qui va affecter toutes les émotions. Et du coup le gamer, bah il a bien appris à diminuer ce volume au maximum, ce qui fait que les sensations négatives, la tristesse, la peur, la colère, il les ressentira moins. Et en même temps, bah, les émotions positives iront de même. Elles seront moins ressenties. Et c'est pour ça que on se retrouve souvent avec des gamers qui se disent celui-là là-bas, il a un goût pour la vie, c'est quelque chose qui me fait envie, mais moi j'ai pas ce goût pour la vie. Il y a rien qui fait battre mon cœur, il y a rien qui m'anime. Et c'est logique en fait parce que bah t'as mis en mute toutes tes émotions. Et effectivement, t'as beau avoir 10 chaînes différentes, donc la tristesse, la joie, la colère, le plaisir, bref, plein de chaînes. Si le volume général de la télé est mute et t'as zéro, du coup, tu seras incapable d'entendre quoi que ce soit. Ce qui nous amène du coup à savoir pourquoi est-ce qu'on réprime ces émotions. Tiens. Alors pourquoi réprimer ces émotions? Bah avant tout c'est un mécanisme d'adaptation et de protection. Enfin, la raison principale. Par exemple, lorsque un gosse à l'école se fait harceler, lorsqu'il y a des parents qui sont violents ou négligents, mais pas que. Il peut aussi y avoir, par exemple, des gosses qui ont du potentiel, à qui on dit à quel point ils sont intelligents, et du coup qui se retrouvent avec une pression qui est mise par les parents. Bah là, dans ces trois cas, le gosse va se sentir mal. Qu'il se fasse harceler, qu'il soit avec des parents violents, ou effectivement qu'on lui mette cette pression un peu psychologique du toi t'as un avenir, tu dois être à ce niveau-là. Est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver? Et en fin de compte, le gosse se sent mal parce que il a honte ou il a peur de ne pas atteindre les attentes qu'on lui a fixées. Et du coup, comment est-ce qu'il va gérer ce sentiment de mal-être? S'il a des parents qui sont parfaitement au fait de toutes les techniques psychologiques et des mécanismes du cerveau, on peut lui apprendre à digérer les émotions, mais souvent c'est pas le cas. Et du coup, ce qui va se produire, c'est que même si t'as des parents qui sont extrêmement aimants, hein, parce que l'amour est important, mais c'est pas un substitut pour la compétence émotionnelle, bah même si tes parents tentent le max pour te souvenir, ils peuvent quand même te placer un fardeau dessus. Et en réprimant les émotions, bah c'est là qu'on va se retrouver. Enfin, ça va être le mécanisme principal que l'on va développer naturellement parce qu'on n'a pas envie d'être en permanence avec ce sentiment de mal-être en fait.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à les digérer parce qu'on sait pas comment on fait. Du coup, on les réprime, on les enfouit. Donc là-dessus, en plus de ça, il va y avoir d'autres éléments. Par exemple, on a l'impact culturel, notamment du côté des hommes, qui sont souvent incités à réprimer la plupart des émotions, donc notamment la peur, la honte. Mais par contre, la colère est relativement bien acceptée de la part des hommes. Et par exemple, si une fille rejette un mec qui lui demande de sortir avec, bah le mec va se sentir mal. Il va jamais dire à ses potes, par exemple, qu'il se sent mal, qu'il a peur de jamais être aimé, qu'il a un sentiment de mal-être. Bah ça va se convertir globalement en qu'elle aille se faire foutre, qu'elle aille au diable, quoi. Et les copains vont, si ce sont des potes quand même, plutôt soutenir le gars en lui disant non mais t'inquiète, elle te méritait pas. Mais par contre, en aucun cas, il va réellement être mis des mots sur ce que le mec ressent. Le mec ressent un mal-être. C'est tout. Pareil pour la tristesse, elle va être réprimée. Un mec dit assez rarement à ses amis que je me sens super triste aujourd'hui et je sais pas comment faire, même me lever du lit, je vois pas le sens, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt de ma vie. C'est pas forcément quelque chose qui se dit. En tout cas, pas du côté masculin de la force. Du côté féminin, peut-être. Je sais pas, là-dessus, j'ai pas forcément d'avis. Mais effectivement, en tout cas, du côté masculin, et c'est présent dans pas mal d'études, c'est montré que les hommes n'ont pas, dans le paradigme actuel, la place pour exprimer leurs émotions. Du coup, ce qui va se mettre en place, c'est un langage corporellement imagé qui va aussi servir à exprimer ses émotions. Par exemple, lorsque la fille t'a rejeté, comment est-ce que tu t'es senti? Bah, comme un coup de pied dans les boules. C'est une illustration claire. Ou alors, comment est-ce que tu t'es senti la première fois que tu l'as vu? Ah, c'est comme si j'avais des papillons dans le ventre. Ce sont des matérialisations, c'est des langages, des illustrations qui vont permettre de voir comment comment ça fonctionne en fait. Et du coup, si on déroule un petit peu, hop, comment réprimons-nous nos émotions? Bah effectivement, il va y avoir plusieurs dimensions. Donc le langage dont je parlais tout à l'heure, l'imager corporellement, le coup dans les couilles, les papillons dans l'estomac, ça traduit des émotions, mais des émotions auxquelles on ne donnera jamais de nom. Par exemple l'excitation, l'appréhension, ou encore la vulnérabilité. Un gars dira jamais je me sens vulnérable, même s'il se sent profondément vulnérable, le fait de l'assumer, ça va être très très dur. Et du coup, là-dessus, je vais faire un petit aparté sur la notion de psychosomatique. Globalement, le corps et l'esprit sont liés. Et les représentations mentales, donc comment est-ce que je me sens, va avoir des effets physiques, tandis que l'état physique va avoir des effets sur les représentations mentales. Exemple, lorsqu'on est malade, on a envie de rien faire. Ou par exemple, lorsqu'on a une angoisse sociale, on peut avoir le cœur qui s'accélère. On peut se mettre à transpirer. Du coup, on va essayer de matérialiser ça, d'une part, par les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer telles quelles. Il y a le langage imagé corporel, mais il y a d'autres éléments qui permettent d'enfouir un peu les émotions, de pas avoir à les digérer. Et par exemple, les jeux vidéo sont un très bon outil pour enfouir les émotions. Des études montrent que les jeux vidéo sont des éléments qui permettent de désactiver certaines, réduire l'activité de certaines parties du cerveau, notamment l'amygdale et l'hippocampe. Ce sont les parties qui gèrent notamment tout ce qui est éléments négatifs, ressentis négatifs et la douleur. Et lorsqu'on joue aux jeux vidéo, on apprend, enfin ça permet de calmer. Lorsque j'ai une sale journée, que je suis claqué, que mon patron était horrible, que je me sens au fond, que je me sens mal, bah je me pose sur les jeux vidéo et ça passe.
j'enfouis un petit peu tout ça, toutes ces émotions, ce mal-être, à travers les jeux vidéo. Et lorsqu'on joue pas mal aux jeux vidéo de manière régulière, on, on apprend de manière mécanique à avoir ces régions qui vont être en volume réduit en permanence, à avoir l'amygdale et l'hippocampe qui ne vont pas s'exprimer. Et à la fin, même le jeu vidéo ne sera plus si excitant que ça, c'est juste qu'il servira d'anesthésiant, il servira de mécanisme de compensation en fait, un mécanisme pour écoper toute la douleur et pour l'enfouir ailleurs. Et heureusement ou malheureusement, le cerveau est un organisme qui est extrêmement bien foutu, ce qui fait que si une partie de notre cerveau n'est pas utilisée, s'il y a des mécanismes, des skills que l'on n'utilise pas, on va perdre de la compétence dedans. On va finir au début, par exemple, si tu... c'est un peu comme avec la muscu, quoi. Concrètement, si tu vas à la salle tous les jours, bah tu vas développer de sacrés biscottos. Si à un moment tu cesses d'y aller totalement, même que tu cesses de bouger, bah les muscles vont fondre. C'est pareil pour le cerveau. S'il y a des éléments qui ne sont pas utilisés, par exemple un langage, tu vas finir par perdre de la compétence dedans. Et là, c'est pareil. Si tu n'utilises pas du tout la partie émotionnelle de ton cerveau, tu vas finir par peu à peu avoir de plus en plus de mal à t'en servir. Et vu que tu auras plus de mal à t'en servir, tu auras encore moins envie de t'en servir. Et ainsi de suite. Et voilà, c'est juste dommage. Et pour revenir rapidement sur les jeux vidéo, parce que bon, l'esprit va à gauche à droite, euh, majoritairement, maintenant c'est en train de changer, mais majoritairement c'est des hommes qui jouent notamment à LoL. Il y a quelques femmes, mais ça reste encore majoritairement masculin. Et on se retrouve avec une telle toxicité dans des jeux tels que League of Legends. Et la question c'est le pourquoi. Parce qu'en soi une partie de LoL, j'ai envie de te dire, on s'en fout. C'est pas si important que ça, pourtant il va y avoir énormément de frustration, énormément de violence qui peut se dérouler dedans. Et la question c'est le pourquoi. Il n'y a pas de raison purement rationnelle qui dit qui va expliquer qu'un mec se mette à trash talk ses teammates. Parce que concrètement, rationnellement, le mec risque de se faire ban. Il risque de perdre ses skins. Il risque de plus pouvoir jouer. Il risque de se faire report. Il aura une moins bonne partie. Ses mates auront une moins bonne partie. Il a moins de chances de gagner. Et du coup, rationnellement, il n'y a aucune raison. Cependant, la frustration, c'est pas uniquement la frustration de la partie, mais aussi c'est une montagne gigantesque d'émotions qui ont été non digérées précédemment, qui vont ressurgir, qui vont être déclenchées, qui vont être l'anglais c'est trigger. Concrètement, ouais, c'est le déclenchement quoi. C'est un peu la gâchette pour un pistolet, c'est le machin qui déclenche. Voilà, le déclencheur. Et ce qui fait que on peut avoir d'énormes zones d'énormes parties bien salées sur League of Legends. Je parle en connaissance de cause. Et notre objectif, si on revient au tout début, c'est vraiment d'implémenter de meilleures décisions. Donc on l'a vu avant, effectivement ce qui nous empêche de prendre les meilleures décisions, hop, si j'y retourne, c'est notamment le fait que dans les émotions, il y a dans les décisions, dans la prise d'action, il y a l'aspect rationnel, l'aspect des émotions et l'aspect de l'ego. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir conscience de là où on se trouve globalement. Parce que pour réussir à avancer convenablement, il faut déjà savoir où on est. Et comme le dit très souvent Dr K de Healthy Gamer, un bon diagnostic précède un bon traitement. Et une illustration, c'est que, par exemple, si tu te perds dans les bois, ça arrive. C'est pas grave en soi, mais pour te retrouver, la première nécessité est d'accepter le fait que t'es perdu. Ça sert à rien de fantasmer sur la boussole que tu aurais pu prendre, essayer de te convaincre que non, je ne suis pas perdu. Je sais où je vais et ne pas oser accepter ouais que je suis perdu, peut-être demander conseil, aller poser des questions à des personnes. C'est important de pouvoir avoir conscience de là où je suis avant de pouvoir choisir où me diriger. Si je sais pas où je suis, c'est un peu compliqué de choisir la direction que je peux prendre. Donc de même,
Et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est avoir conscience de l'alexithymie euh, qui peut être présente chez nous, c'est-à-dire de la moindre connexion à ces émotions, qui est notamment liée à l'usage des nouvelles technologies, mais aussi de l'habitude que prend le cerveau lorsque l'on réprime les émotions, et un usage qui peut être aussi lié à l'impact culturel. Du coup, ce que je disais. Hop, non, un petit peu plus loin. Voilà. La première chose à faire pour réussir à avoir une conscience, à avoir une action sur ma prise de décision, sur ma prise d'action, c'est prendre conscience de la dimension émotionnelle de cette décision en fait, de cette action. Et donc, le premier élément, c'est effectivement d'avoir, euh, de reconnaître que l'on ressent une émotion. Donc, pour ça, bah, si on est atteint d'alexithymie, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas été entraîné à ça, on n'a pas acquis l'XP pour ça. Et on a différents indices qui peuvent nous aider à comprendre qu'il y a une émotion qui est présente. Et ces indices, par exemple, le premier, ça va être les sensations physiques. Par exemple, lorsque tu sais que tes parents vont appeler ou que tu as un entretien d'embauche, bah tu vas ressentir des éléments. Peut-être que ça va être une boule au ventre, peut-être que ça va être des papillements dans l'estomac lorsque tu sais que ta chérie va bientôt t'appeler. Voilà, ça peut être ce genre de choses qui vont te donner des indices sur ce que tu ressens. Et si tu ressens une sensation physique, il y a un équivalent émotionnel et tu peux ensuite mobiliser ton esprit rationnel pour trouver quelle émotion est-ce que tu peux ressentir. Une fois que tu sais que tu as une boule dans l'estomac, tu dis ok, là ça, concrètement, il y a une émotion derrière. Quelle peut être cette émotion? Et creuser là-dessus. Parce que bon, effectivement, il y a des petits apartés, hein. Bien entendu, il y a des éléments physiques qui ne sont pas uniquement liés au mental. Par exemple, si quelqu'un me met un coup de poing, il va y avoir une douleur physique et pas uniquement une douleur mentale, évidemment. Mais si par exemple je ressens une boule à l'estomac juste avant un entretien d'embauche, il y a de fortes chances que ce soit pas uniquement parce que j'ai mangé des pommes de terre ce midi. Des pommes de terre, j'en mange une fois ou deux fois par semaine, et je me retrouve sans boule à l'estomac. Alors que là, il y a mon entretien d'embauche, c'est probablement pas les pommes de terre. Donc, il y a une émotion là-dessous. Et du coup, je mobilise la partie rationnelle de mon cerveau qui est en mode, qu'est-ce que ça peut être? La peur du futur, la peur de ne pas être sélectionné, la peur que d'autres soient privilégiés par rapport à moi. Et ça permet d'engager le processus de réflexion. Ensuite, en autre élément, il y a les termes génériques. Donc les termes génériques, ça va être par exemple stressé, frustré, dépassé, anxieux. C'est des termes qui vont rassembler énormément d'émotions. Par exemple, pour le stress, ça peut être la peur du futur, ça peut être la peur de perdre son travail, la peur d'être seul, ou que les gens découvrent que je suis un imposteur, ou encore, dans le cadre professionnel, ne pas oser dire que je suis énervé envers quelqu'un. Tout ça, ça peut être des raisons de ressentir du stress. Pareil, ça peut être le fait que je suis pour l'anxiété, ça peut être par exemple le fait que je suis sans espoir, le fait que je me sens victimisé, impuissant. Concrètement, il y a un panel d'éléments qui vont faire que bah il y a une émotion qui est pas forcément présente et pas forcément diagnostiquée. Donc une fois qu'on a repéré ces différents indices qui nous disent ok, il y a une émotion. Donc l'usage des termes génériques, ouais, je me sens stressé, vous savez, ou ouais, ça craint cette situation. Une fois qu'il y a les sensations physiques, là on se dit ok, il y a une émotion. Donc on va s'interroger sur le détail de l'émotion. Et par exemple, se demander, ok, qu'est-ce que ça peut être dans le stress? Est-ce que c'est de la honte, de la peur, de la colère, tristesse, espoir, désespoir? Le fait que je suis en contrôle, le fait que je n'ai pas de contrôle, parce que les deux peuvent être source de stress. Euh, et par exemple, certains vont ressentir la pression d'être contrôlés, d'autres, bien, lorsque tu es impuissant et que ta vie défile devant toi sans que tu aies vraiment la sensation de contrôle, eh bien, c'est compliqué. De même, il peut y avoir le deuil, le regret. Il y a aussi des sous
sous-émotions, on va dire. Par exemple, dans la honte, l'embarrassement peut être lié à la honte. Frustré, c'est lié à la colère. Voilà. Donc là-dessus, il y a différents éléments. Ensuite, si je continue à, à défiler là-dessus, c'est se demander ce que ressentirait une autre personne qui se trouverait dans cette situation. Concrètement, lorsque c'est moi, j'ai du mal à être objectif, mais je me dis, ok, une personne qui est face à un entretien, qui s'apprête à passer un entretien d'embauche, qui se retrouve dans la même salle que 4 autres personnes qui sont en train de réviser leurs fiches en préparation eux aussi d'un entretien d'embauche. Comment est-ce que se sentirait cette personne? Et là, tu vas mobiliser quelque chose qui est de l'empathie cognitive. Tu vas rationaliser, tu vas analyser ce que pourrait ressentir une personne sans pour autant ressentir cette émotion. Tu pourrais dire, il peut y avoir effectivement de l'inquiétude, de l'angoisse par rapport au fait d'obtenir le poste, le fait de devoir parler devant un interlocuteur, le fait d'être en compétition. Et tu vas pouvoir défiler les possibilités qui sont celles de l'émotion que tu ressens. Et à partir de là, bah, tu prends conscience de l'émotion et c'est ça qui va faire une énorme différence. Donc, petit focus effectivement sur l'action, donc elle était présente au tout début de la vidéo et on la retrouve présente ici. Donc l'action, elle est liée à la pensée rationnelle, à l'émotion et à l'ego. Donc parfois, l'émotion va restreindre la capacité à entreprendre l'action. Donc, si c'est de la peur, par exemple, peur de pas réussir, du coup, éviter de réviser, comme ça me donne une bonne explication, j'ai pas révisé, donc j'ai pas réussi, basta, c'est réglé. Donc ça, c'est l'émotion qui va bloquer la prise de l'action. À l'inverse, c'est aussi possible. La pensée rationnelle lorsque je suis amoureux, ça peut être cette personne n'est pas bonne pour moi. Concrètement, c'est une personne qui présente toutes les caractéristiques d'un sociopathe. Cette personne est vraiment pas bonne pour moi. Et à côté, il va y avoir les émotions qui sont mais t'es amoureux, fonce bonhomme, t'es amoureux, va lui demander de sortir avec toi. Et dans ce cas-là, effectivement, la pensée rationnelle essaie de te limiter dans ton action et l'émotion va te dire vas-y, fais cette action. Et l'action devient beaucoup plus facile, du coup on le voit, lorsqu'on arrive à aligner la pensée rationnelle et les émotions. Ou alors lorsqu'on arrive à diminuer l'impact de l'émotion. Parce qu'habituellement, les gens qui veulent faciliter leur prise d'action, ils vont soit travailler sur leur volonté pour avoir une volonté de faire et être capable de faire les choses malgré ce qu'ils ressentent, ou alors ils vont travailler sur leurs habitudes, sur le fait de par exemple se lever tous les matins exactement à la même heure pour faire ci et faire ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, pour que ça soit ancré dans leurs habitudes. Mais le plus simple en fait, ça serait dans un premier lieu de réduire une composante qui est présente dans la prise de décision, à savoir les émotions. Et comment restreindre leur impact? C'est en les digérant. Parce que concrètement, si on enfouit les émotions, elles continuent à avoir un impact, sauf que c'est un impact sur lequel tu n'as aucun visuel. Tu sais pas ce qui se passe là-dessous, c'est une boîte noire, et t'espères juste qu'elle explose pas, ou qu'elle aille dans le même sens que toi. Donc, d'un côté, t'en prends conscience, t'apprends à la gérer, et du coup, tu peux avoir quelque chose qui t'emmène là où tu le souhaites. De l'autre côté, hop, instant. De l'autre côté, eh bien, tu continues à faire l'autruche et t'espères que ça se passe bien. Et c'est à tes risques et périls. Donc voilà où on en est. Et maintenant se pose la grande question de comment gérer cette émotion. Donc pour la digérer notamment. Ce que j'évoquais précédemment, c'est le fait que la conscience de l'émotion est le premier pas et le point capital. Donc
l'awareness, la prise de conscience précède le contrôle. Là, il y a plusieurs exemples qui sont assez chouettes. Donc, effectivement, lorsqu'on va chez le dentiste et qu'il nous anesthésie une partie de la bouche, on va manquer totalement de précision lorsqu'on essaie de passer la langue à l'endroit anesthésié. On va rien sentir, on va avoir du mal à mâcher correctement, on va peut-être même pas s'apercevoir si on est en train de baver parce qu'on ne ressent pas. On va peut-être arriver à un peu mâchouiller, mais ça va manquer de précision. Et c'est exactement la même chose vis-à-vis des émotions. Lorsqu'on n'en a pas conscience, on arrive un petit peu à les manipuler, mais pas tant que ça. Et c'est comme si on avait la partie des émotions qui est anesthésiée et qui fait que on avance un peu à l'aveuglette. C'est d'un point de vue de la prise de décision, c'est avancer, ouais, comme en étant aveugle aux émotions, et c'est jouer le jeu de la vie sans prendre en compte une de ces composantes qui est importante, et on préfère éteindre notre capacité à les détecter en espérant que ça se passe bien. Une petite analogie que j'ai bien aimée qui m'avait fait sourire du côté de Dr K, c'est comparer ça à un tuyau d'arrosage. Concrètement, l'eau c'est les émotions, et si je perds le contrôle du tuyau d'arrosage, j'en ai plein partout, et dans ce cas-là, ma seule solution, vu que je suis en train de paniquer, c'est de couper l'arrivée d'eau. Mais, mais après, le fait de contrôler le tuyau d'arrosage, et comment est-ce que je vais choisir où arroser, où utiliser mes émotions, bah ça dépend énormément de comment je tiens le tuyau d'arrosage. Si je le tiens correctement, je pourrai en avoir le contrôle. Mais si j'essaie de le tenir en utilisant mes deux auriculaires, euh, voilà, je pars pas gagnant. Donc vraiment, avoir conscience de ce qui se passe, c'est quelque chose qui, selon les statistiques données par Dr K, ça permet de digérer 20 à 40% de l'émotion de base, et avec de l'entraînement, ça peut même monter jusqu'à 100%. C'est-à-dire que une fois que que t'es vraiment au clair avec ce qui se passe, tu vas avoir par exemple un événement extérieur qui va te perturber, tu vas ressentir de l'angoisse. Et directement, t'as une partie de ton cerveau qui va être en mode ça c'est de l'angoisse. Tu ressens de l'angoisse parce que ça, ok, c'est de l'angoisse. Tu peux la digérer, tu peux la laisser s'en aller. Elle, a, elle te transmettait un message, ce message a été entendu, à présent elle peut partir en paix. Là-dessus on retrouve quelques éléments de la communication non violente, hein. Observation, sentiments, besoins, demandes. Une fois que les sentiments sont entendus, une fois qu'ils sont repérés, ils peuvent arrêter de nous entraver et repartir et arrêter de faire de plus en plus pression pour être entendu. Donc vraiment, la conscience de l'émotion, 20% au minimum, 100%, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est important de travailler. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, le corps et l'esprit sont liés. Ce qui fait qu'en travaillant sur le corps, on peut aussi permettre de faciliter la digestion de ces émotions. Donc on va avoir par exemple des techniques des techniques telles que le yoga qui permettent de lutter contre l'anxiété, contre la dépression, contre les traumatismes. On a aussi des techniques de méditation, notamment une qui est assez efficace là-dessus, c'est de respirer dans la sensation. Respirer dans la sensation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se concentrer sur la sensation, sa dimension corporelle, donc par exemple la boule dans l'estomac, et se concentrer sur cette boule dans l'estomac tout en se reliant à sa respiration. J'inspire dans la sensation, donc dans la boule dans l'estomac, et j'expire depuis cette sensation. J'expire l'énergie négative et je la laisse s'en aller à travers la respiration. Une respiration, deux respirations, trois respirations dans lesquelles l'élément va entrer, on va apporter de l'énergie, on va apporter de l'air et on va expirer cette tension, et ce travail du corps va permettre indirectement de dissiper l'émotion. Ensuite, il y a le travail de l'esprit. Donc le travail de l'esprit, il y a une multitude de possibilités. Et
Et par exemple, s'il y a les thérapies qui sont utiles, il y a les conversations avec un ami, ça peut aussi être hyper important. Les groupes de support, effectivement, par exemple, si tu as été accro à une addiction, ça peut être intéressant et ça peut être très pertinent pour la personne de rejoindre un groupe de support. Ça lui permet de pouvoir exprimer son ressenti à un endroit et de travailler dessus. Ensuite, moi, je propose des entretiens introspectifs, donc c'est dans cette optique-là que je le fais, afin de permettre de creuser sur les émotions. Ensuite, la méditation, ça peut aussi être quelque chose de très important, mais aussi, par exemple, tenir un journal personnel, ça peut permettre de poser les ressentis, les émotions à un endroit. Ça peut être mon confident, mon journal personnel, hein, quelqu'un, un objet auquel je vais tout dire, auquel j'aurais rien à cacher, auquel j'aurais pas à faire de filtre, parce que c'est moi, uniquement moi qui le lirai. Voilà. Hop, un instant. Je check. Healthy Gamer. YouTube. Regret Videos. Voilà. Du coup, là, j'en profitais pour rapidement rappeler à une personne anglophone du chat d'où je tire ces informations. Donc, effectivement, c'est lié à Healthy Gamer. Et je pensais que c'était important au moins qu'il ait la source, quoi. Euh, Je lui avais fait la voilà, voilà. petite remarque, mais je pense qu'il est parti. Sniff. Bon, tant pis. Et du coup, là, ce qu'on a vu, c'est comment travailler sur les émotions, comment, d'une part, les détecter. Si on n'arrive pas à identifier ce que c'est, à diagnostiquer les différents outils pour le diagnostic, donc à travers à la fois l'aspect euh, se demander analytiquement qu'est-ce que je ressens, et aussi l'aspect que ressentirait une personne qui serait dans cette situation-là. Donc à partir de là, on a différents outils pour diagnostiquer l'émotion et ensuite on peut la digérer soit à travers le travail de l'esprit, soit à travers le travail du corps et avant toute chose à travers la conscience qu'il y a une émotion. Cependant, et là c'est une part intéressante que j'ai brièvement abordée précédemment, bah toutes les émotions ne sont pas digérées et du coup il y a quelque chose que les yogis et du coup aussi Dr K mentionnent en termes indiens, en sanskrit, c'est les samskaras. Donc ce sont des boules d'émotions qui sont non digérées. C'est toutes les émotions qu'on a partiellement enfouies et partiellement digérées lorsqu'on l'a ressenti. Parce que dans la vie, on a des émotions, mais on a aussi une capacité à digérer l'émotion et une capacité à les enfouir. Euh, à partir de là, je vais donner un petit exemple. C'est par exemple un chat dans la rue. Il a l'air tout mignon et on va aller le caresser. Donc si c'est un enfant qui va le caresser et que le chat le griffe légèrement, il se retrouve pas non plus en hémorragie totale, juste une griffure. Bah le gamin qu'est-ce qu'il a? Il va avoir peur et le parent va le rassurer, vérifier qu'il va bien. Et ensuite, pour essayer de le réconforter, il va aller lui offrir une glace. Et ensemble, ils vont manger une glace. Et le gosse qui était en train de pleurer après s'être fait griffer par le chat, une demi-heure plus tard, il sera en train de rigoler en mangeant sa glace et il se sentira bien mieux. Mais le lendemain, alors que l'enfant se promène de nouveau dans la rue avec ses parents et qu'il va voir un chat, il peut se mettre à pleurer. Parce que lorsqu'il voit ce chat, toute la peur non digérée de la veille, celle qui a été enfouie notamment par le fait d'aller manger une glace, et ben elle refait surface. Le lendemain aussi, le surlendemain aussi. Globalement, c'est un traumatisme qu'il n'a pas appris à digérer. À l'inverse, si moi, à un moment, je vois un chat dans la rue, que j'essaie d'aller le caresser et que je me fais griffer, je vais ressentir de la peur. Mais cette peur, je vais prendre conscience que oui, effectivement, là, j'ai ressenti de la peur. Cette peur, pourquoi est-ce que je l'ai ressentie? Effectivement, parce que je me suis fait griffer par le chat, parce que à cet endroit-là, oui, j'ai pas forcément été très sécure, je connaissais pas le chat et autres. Je vais pouvoir l'analyser, je vais pouvoir la processer de manière
analytique, de manière rationnelle, mais aussi à travers le fait que j'ai conscience que j'ai eu peur et je peux à partir de là avancer sur cette peur, travailler dessus, voir quel ressenti j'ai, quelle sensation corporelle j'ai à ce niveau-là, et petit à petit la laisser se dissiper. C'est globalement, je vais digérer cette émotion en ayant conscience, en travaillant dessus, et petit à petit, cette émotion va finir par disparaître. Et globalement, la principale différence entre le gosse et moi, c'est que mon esprit est plus développé et je suis capable de digérer l'émotion plutôt que de m'en distraire. Et plus je la digère, plus le samskara va se réduire, plus la boule d'émotion va être faible et moins, lorsque je vais voir un chat dans la rue, je vais être trigger, ça va se déclencher en moi cette peur du chat. Euh, et globalement, c'est ça pour la plupart des traumatismes. C'est ce qui n'a pas été digéré. Et c'est un debuff qu'on peut purger en fait. C'est soigner une blessure qu'on n'avait même pas forcément parfois conscience d'avoir. Donc c'est première chose à faire là-dessus, c'est réussir à détecter le fait qu'il y a qu'il y a des émotions qui n'ont pas été digérées, parce qu'effectivement, tant qu'on n'en a pas conscience, c'est compliqué de travailler dessus. Mais lorsqu'on voit, par exemple, qu'on a des réactions disproportionnées par rapport à un élément, par exemple, allez, on va dire la gamine qui fait tomber quelque chose par terre, c'est pas bien grave, mais tu pars en flèche là-dessus et que tu commences à l'engueuler comme si elle avait elle a déclenché les codes de la bombe nucléaire, euh, il y a peut-être quelque chose en plus là-dessous. C'est pas simplement, c'est pas logique en fait d'avoir une telle réaction par rapport à ça, et donc creuser le pourquoi du comment, ça peut permettre de repérer des émotions non digérées. Donc voilà, à développer d'abord cette clarté et ensuite digérer. Un instant. Voilà, pardon. Alors, reprenons la griffure de tout à l'heure. On va dire que la griffure de tout à l'heure, elle a généré 20 stacks de peur. Euh, lorsque j'ai fait de mon mieux, hein, et sur le coup, le jour même, j'en ai digéré 5. Donc il me reste 15 stacks de peur. Hop. Voilà, identifié. Et il me reste donc 15 stacks de peur. Et la prochaine fois où je vais croiser un chat, bah les 15 stacks peuvent remonter. Ça se trouve, je vais encore en digérer 5. Mais il en reste toujours 10. Et si le chat, à un moment, je sais pas pourquoi, décide de m'effrayer ou miaule alors que je l'ai pas du tout arrivé, ou qu'il décide de faire ses griffes sur mon jean alors que j'étais tranquillement en train de passer à côté, ou en train de lire sur un banc, bah ça se trouve j'ai régénéré de la peur supplémentaire. Du coup, j'étais descendu à 10 stacks, et là, bam, j'ai remonté à 15 stacks. Du coup, ça fait que, en fin de compte, j'arrive à 25 stacks de peur. Et si je prends pas le temps de les digérer, d'avoir conscience que là, à un moment donné, il y a eu de la peur, que cette peur, je peux prendre le temps de la digérer, d'avoir conscience, de comprendre comment ça s'est produit, d'avoir conscience, effectivement, qu'il y a cette peur, de prendre le temps de la process, de la digérer à travers les différentes méthodes, eh bien cette peur va rester là, elle va rester enfouie, et ça va faire comme une cicatrice qui s'infecte en fait. Ça va être quelque chose qui va devenir de pire en pire. Et, et là-dessus, en fin de compte, pour conclure, parce que là on arrive petit à petit à la fin de cette partie sur les émotions, j'ai vu récemment une petite image, une petite anecdote sur des enfants à qui le professeur demandait de ramener autant de tomates qu'il y avait de personnes qu'il n'aimait pas dans la classe. Et du coup, même qu'il détestait dans la classe. Et du coup, t'as des gosses qui arrivaient avec 2 tomates, il y en a d'autres qui arrivaient avec 15 tomates, il y en a d'autres qui arrivaient avec 6 ou 7. Et du coup, dans un sac, chacun avec leurs tomates, avec le petit nom écrit dessus de la personne qui détestait. Et le professeur leur dit, bah ok, maintenant vous allez marcher, vous allez tout le temps les garder avec vous, vous allez tenir en permanence, et toute cette semaine, je veux que vous les ayez avec vous.
Et les gosses, bah c'est sympa, mais autant celui qui avait 2 tomates, le sac il pèse pas bien lourd, autant celui qui avait 15 ou 20 tomates, bon, ça commence à peser lourd, quoi. En plus, au fur et à mesure de la semaine, ça s'abîme et, euh, et ça commence à puer un peu, hein. Et du coup, ça devient de plus en plus désagréable. Et à la fin de la semaine, le professeur dit, bah du coup, quelle est votre impression vis-à-vis de ça? Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de vos sacs de tomates? Et là, bah, le gosse il y en a un ou deux, bon, c'est pas top pour lui, mais les gosses qui en ont 30 ou 15, c'est pas possible, c'est juste insupportable à avoir, non, c'est une horreur. Et ceux qui en ont 6-7, bon, ils sont très moyennement contents aussi, hein. Concrètement, c'est pas agréable d'avoir 6-7 trucs qui puent juste à côté de soi en permanence. Et le professeur va expliquer que c'est comme la haine, ces tomates. C'est quelque chose qui va être présent dans le cœur et qui va l'alourdir, va le gangréner. Et je pense que c'est pareil pour les émotions. Lorsqu'elles sont pas digérées, bah, ça va s'enfouir, ça va s'ancrer, et parfois ça va se transformer d'une manière non souhaitée. Euh, voilà. Ça c'est à peu près ce que je souhaitais dire là-dessus. Euh, j'ai à peu près fait mon petit topo sur les émotions, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors là du coup je vais en appeler à ma modo pour savoir, est-ce que tu souhaites que je poursuive sur un autre élément ou s'arrête là pour ce soir? Euh, Pourquoi c'est à moi de choisir? Bah ça dépend, est-ce que t'as eu ton compte ou pas? Euh, oui et non. Enfin, je considère que le sujet de l'émotion était quand même plutôt complet. Et donc, en rajouter une couche sera peut-être du surfait. Après, vu l'heure, tu peux potentiellement aborder un autre sujet, mais qui risque de te prendre aussi un temps supplémentaire. Allez, je sais ce que je vais faire du coup. Je vais parler des échecs répétitifs dans la vie. Donc là j'ai un petit peu moins bossé le sujet, enfin je le connais mais j'ai un petit peu moins relu récemment. Donc c'est le fait d'avoir eh bien des de transformer notamment, et ça c'est le plus tragique, les succès en échecs. Alors vous allez me dire comme ça, oui ça a l'air un peu débile, ça a l'air surprenant, et pourtant c'est ce qu'on fait quasiment en permanence. Par exemple, on va dire que mon alimentation n'est pas celle que je souhaiterais, elle est beaucoup trop grasse, trop sucrée, trop salée pour ce que je souhaite. J'ai envie de prendre soin de moi, et je me dis, ok, c'est décidé, maintenant, régime parfait, je ne mangerai que de la salade, des légumes et des féculents. Je dis pas que c'est le bon régime, ça, attention, qu'on se comprenne bien, voilà. Mais concrètement, on part là-dessus. Bah, la personne va peut-être tenir violemment et se faire violence une semaine, mais à la fin de la semaine, elle sera globalement épuisée. Ça, c'est ce qu'on fait en permanence. Après, un autre moyen, ça va être d'y aller de manière progressive. Donc, se dire, ok, pour l'instant, une journée par semaine, je vais manger de manière saine. Je vais faire attention une seule journée par semaine sur à manger de manière saine. Est-ce que c'est un objectif que j'estime comme atteignable? Oui. Ok. Bah, je me fixe pour cette semaine de manger de manière saine une seule fois dans la semaine. Au moins. Si je fais plus, tant mieux, c'est génial, hein. Mais si je fais moins, ça sera ok. Mais mon objectif, c'est une fois. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas? Si j'y arrive pas, je regarde pourquoi j'y suis pas arrivé. Est-ce que l'objectif était trop ambitieux? Ça se trouve pour moi en cet instant, oui. Et dans ce cas, je vais me dire, ok, je vais me fixer non pas une journée dans la semaine, mais un repas dans la semaine. Où ça se trouve, l'objectif d'une journée par semaine sera en adéquation. Et dans ce cas-là, bah, je vais me mettre dans cet objectif de manger de manière saine une fois dans la semaine. Une journée dans la semaine. Et la première semaine, bah, je vais y arriver. Je vais peut-être même y arriver deux jours dans la semaine où je vais manger de manière saine. Alors là, je suis plutôt heureux. Et le risque, en fait, parce que là, concrètement, c'est une réussite. Ce que je viens de faire, c'est j'ai réussi. Le risque, c'est de se dire, ok, j'ai réussi une fois, je peux le faire 2 fois, voire 3 fois. Si j'ai réussi une journée, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3. Et du coup, au lieu de garder l'objectif de le faire une fois dans la semaine,
le soir où j'ai réussi pour la première fois dans la semaine à réussir, je me dis ok, du coup on va faire 2 fois. Et ça se trouve j'y arriverai 2 fois. Et en ça je me dirais ok, on va faire 3 fois dans la semaine. Et ça se trouve j'y arriverai. Ou ça se trouve j'y arriverai pas. Et si j'y arrive pas, bah je vais me fustiger, je vais me blâmer encore une fois, je suis un raté, je suis quelqu'un qui est pas foutu de se tenir à ça et faut pas s'étonner si je suis dans cet état parce que bah je le mérite, je suis incapable de réussir quoi que ce soit. La honte de l'échec qui va être présente et on se compare par rapport aux autres et on se dit les autres ils arrivent à chaque fois à faire ce qu'ils veulent et moi je suis là encore à me foirer. J'ai même pas foutu de manger correctement 3 fois dans la semaine. Et ce raisonnement il est totalement foireux. Mon objectif de base c'était de manger une journée dans la semaine de manière saine. Une journée. J'ai réussi 3. C'est génial. C'est fabuleux. Et c'est plutôt quelque chose qui a célébré. C'est un petit pas qui a m'amené à un autre petit pas peut-être plus tard. Et faut réussir à s'ancrer dans cette logique de succès. Et même après, savourer effectivement si j'ai réussi 3 fois dans la semaine, mais pas plus, bah c'est génial parce que mon objectif c'était un, j'ai réussi à faire 3 fois plus que mon objectif. Et du coup, la semaine suivante, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je est-ce que je décale et je me dis 2 fois dans la semaine? Non. Là encore une fois, je reste à 1 fois dans la semaine et on voit ce que ça donne sur par exemple un mois entier où je me fixe dans la semaine 1 fois et là ça me permet d'ancrer cette capacité, cet élément qui est atteignable. Mon objectif n'est pas de me pousser à l'échec, c'est pas de décaler le jalon de la réussite en fait. Parce que là concrètement ce que je fais c'est j'ai un jalon qui est là, hop, ça c'est le sol, c'est difficile. J'ai le jalon qui est là, le jalon que je me suis fixé au début, et lorsque j'attends ce jalon, je me dis non, ça c'est pas un jalon qui est suffisant. Le prochain jalon il sera là. Et si je l'atteins pas, je suis un loser. Si je l'atteins, voilà, je serai à peu près content de moi. Et du coup, je vais souffrir pour l'atteindre. Et si je l'atteins pas, je vais me blâmer énormément parce que je suis un gros loser à ne pas l'avoir atteint. Et si je l'atteins, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me réjouir de l'avoir atteint? Non. Je vais remettre l'objectif ici. Et là, qu'est-ce que je vais me dire? Allez, si tu l'atteins pas, t'es un loser. C'est tragique. Or que si je me dis, ok, l'objectif il est là, et qu'en fin de compte, j'arrive à atteindre à peu près ici, bah c'est génial. Mais si j'atteins ici, c'est tout aussi génial, et si j'atteins là, c'est encore mieux. Mais mon objectif est atteint. Et c'est se positionner dans quelque chose qui va être une logique du succès, une logique qui va être aussi celle de la joie personnelle, de la fierté personnelle. J'avais des objectifs, je les ai atteints, je suis en train de réussir là. Je récompense mes efforts plutôt que de me culpabiliser sur le fait de foirer. Et une énergie qui est positive à la base, je fais attention à ne pas la transformer en une énergie négative. Euh, voilà, donc tac tac tac. Euh, L'objectif, ça va être d'évoluer par rapport à soi. Je disais, pour moi, par exemple, ça peut être manger sain 1 fois par semaine. Pour d'autres, ça peut être manger sain une seule fois par mois, s'ils sont pas du tout dans quelque chose où ça leur est facile de manger 1 fois par semaine. Ok, c'est en fonction de soi, c'est progresser pour que je sois quelqu'un que j'aime encore plus aujourd'hui par rapport à la personne que j'étais hier, et que demain, je sois une personne que je puisse aimer encore plus. Que je me rapproche toujours un peu plus de ce qui m'inspire, de ce que je souhaite être, tout en acceptant là où je suis aujourd'hui. Je vais pas me dire, ok, je souhaite être en superbe forme, je souhaite avoir un corps d'Apollon. Du coup, soit je fais 15 heures de sport tous les jours, soit je fais rien. Bah, dans ce cas-là, tu vas rien faire parce que la première journée, tu vas peut-être faire tes 15 heures, mais le lendemain, tu seras mort. Et du coup, tu seras incapable de le faire. Et tu vas dire, ouais, c'est une connerie. Et tu vas retourner à ton régime qui t'a amené dans cette position-là. C'est moche. Alors que, effectivement, progresser pas à pas et toujours un peu plus dans la direction que tu souhaites, bah, tu progresseras à ton rythme, tu évolueras petit à petit, mais au moins tu évolueras au lieu de rester bloqué là où tu te trouves et là où ça ne te convient même pas forcément. Et ça doit être des petits pas qui sont concrets, qui sont accessibles et qui sont aussi négociables. Négociables avec soi-même. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas, tu sors pas le fouet pour te flageller. Tu essaies d'observer pourquoi est-ce que t'as pas réussi cette fois-ci. T'analyses, tu comprends pourquoi.
et tu te dis ok, j'ai pas réussi cette semaine et c'est ok, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie de réussir mon objectif la semaine prochaine. Et à partir de là, bah tu te relances et tu vois si ça passe. Et petit à petit, à force de petits pas, tu vas devenir la personne dévouée, motivée, qui a la volonté d'agir que tu souhaitais être. Et du coup, au début, tu gardes ton objectif de base, ensuite tu le décales une fois que il est bien ancré, que t'as absolument pas besoin de te forcer pour l'atteindre ton objectif, que c'est devenu ton référentiel initial. Là, tu pourras te fixer un objectif supérieur, mais tant que le premier objectif n'est pas devenu un référentiel initial, lorsque c'est pas devenu un acquis bien concret, bah tu continues à travailler sur celui-là. Parce que lorsque tu attends plus de toi que ce que tu es capable, c'est là que tu te condamnes à l'échec. Euh, Regarde simplement où tu en es et tu te fixes des objectifs dont tu es capable. Et grâce à ça, ça peut devenir un cercle vertueux dans lequel tu vas progresser. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à l'image que j'ai fait la fois dernière ou la fois d'avant sur la dune et la tortue. On progresse à son rythme, pas forcément en ligne droite. On accepte les détours, on accepte les pauses, mais on continue d'avancer à son rythme. Voilà. Alors, pour information, est-ce que déjà il y a des questions, que ce soit par rapport aux émotions? J'ai même pas fait de petite pause vis-à-vis des émotions, j'ai pas fait de pause non plus là, donc est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis soit des émotions, soit vis-à-vis de cette notion de d'échec et de succès? Mm, Très bien. Alors, maintenant pour la suite, concrètement, la semaine prochaine, si je n'ai pas quelqu'un en entretien introspectif, d'ailleurs j'en profite, petit disclaimer, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire pour des entretiens introspectifs, c'est avec plaisir que je vous accueillerai en stream. Il y a déjà des exemples d'entretiens introspectifs qui sont présents sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Je ne vous dirai pas de vous abonner ou je sais pas, ou de une cloche, bref. Je me souviens des youtubeurs, ils racontent tout un truc à la fin de leur vidéo. Je sais pas quoi vous dire, mais concrètement, bah, voilà, faites ce que vous avez à faire si vous le souhaitez. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, la semaine prochaine, donc ça sera de la communication non violente. Je pense travailler sur la thématique de la peur. Après, ça peut encore évoluer en fonction de mes aspirations du moment. Mais on commence à avoir traité la plupart des sujets qui avaient énormément de sens à mes yeux d'un point de vue de la communication non violente. À voir si à un moment on reprendra les basiques ou pas, je sais pas. Et la semaine d'après, on aura droit à euh, une séance sur aussi du Elfie Gamer, et à moins que je trouve quelque chose qui m'inspire plus, ça sera probablement sur comment cesser d'être un paillasson. Donc How to Stop Being a Doormat, vous pouvez la trouver sur YouTube en anglais de la part de Elfie Gamer, et globalement c'est comment arrêter de se laisser marcher dessus. Voilà, je sais pas comment je pourrais le dire de manière plus élégante. Et du coup, je vous remercie pour votre attention et jusqu'à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.